prendre rendez-vous de Zone Franche. Notre invité du jour est un véritable sachant. Docteur Emmanuel Sédégan est nanti de plusieurs doctorats, si je peux le dire ainsi, en théologie, également en économie. Il est polyvalent puisqu'il est aussi cinéaste et auteur de plusieurs ouvrages. C'est donc nanti de son expérience d'ancien enseignant aux États-Unis, un pays dont il a démissionné, où il a démissionné pour venir se mettre au service de son pays. C'est nanti de cette expérience qu'il partagera avec nous ce matin sa vision sur des questions notamment de sécurité. Vous savez, le Bénin fait face aujourd'hui à un gros défi de la lutte contre l'insécurité. Il se prononcera également sur la gestion, la gouvernance actuelle sous le régime de la rupture. Docteur Sédégan, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Dossa. Et pour vous recevoir, je suis avec Landry. Les amis téléspectateurs Landry pourront envoyer leurs questions puisque cette émission est en direct. Bonjour André Dossa, docteur Emmanuel Sédégan. Bonjour. Bonjour, merci d'être ici. Nous allons d'ailleurs commencer cette émission avec l'actualité nationale. Et la dernière d'ailleurs qui défend un peu la chronique, c'est l'annulation des concours décidée le 7 juillet dernier, jeudi dernier, donc par le Conseil des ministres. Une décision, comment vous l'appréciez-vous ? Merci encore et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces temps-ci, que ce soit au Bénin et à l'étranger. Je sais que vous êtes très très suivis. Et je voudrais dire que, en fait, il y a un adage qui dit, là où il y a le doute, il vaut mieux s'abstenir. Et ce concours n'allait pas honorer même ceux qui sont admis. Et il était normal que pour leur dignité même, cela soit repris. Parce qu'il y a eu quand même une commission d'enquête qui a... Ils ne sont pas de suite à vie, puisqu'on les voit manifester. Maintenant, ils se contentent plus de rouspéter. Ça manifeste maintenant. Il y a eu des événements à Parakou. Des gens qui n'ont pas participé à des concours qui sont admis. Regardez cela. Des gens qui ont fait des marches parce que certains ont dit on a payé de l'argent, on a assis à ça. Je n'ai pas vérifié, je ne suis pas de la commission. J'ai approuvé. Il y a des gens qui étaient absents qui sont admis et tout cela, c'était prévisible, quoi. Moi, ça ne m'étonne pas et je crois quand même qu'il faut sanctionner ceux qui ont organisé ce concours et le ministre Yaya en tête. Et je crois bien qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas prendre seulement les sous-fifres. S'il est impliqué dans ces choses-là, s'il a essayé des actes, il faut qu'il réponde. Et je crois que nous reviendrons plus tard sur les réformes à faire pour que ces gens de personnes répondent. Au sujet des responsabilités établies dans cette affaire, il y a des voix qui se lèvent quand même pour demander au gouvernement de publier le rapport de la commission pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Est-ce que le gouvernement peut manipuler un rapport juste dans le but de sanctionner, d'annuler un concours, d'obtenir un résultat? Vous savez, les Béninois ne sont pas bêtes et les gens observent. Il y a un délai de grâce que le pouvoir est en train d'utiliser, mais ça ne saurait perdurer. Parce que il y a trop... Enfin, il peut y avoir des décisions qui, peut-être, sachant que si ça sort maintenant, ça pourrait éclabousser peut-être trop de gens et qui créent de problèmes à l'État. Donc, il faut gérer ces susceptibilités. Vous voyez, quand vous n'êtes pas prêt encore à aller au front, il ne faut pas attaquer les lions. Donc, ça peut être une stratégie, mais ça ne saura être duré. On ne peut pas nous cacher tout cela. Parce que le régime défunt, on avait fait de pareil. C'est-à-dire, on a pris l'argent des contribuables, on a organisé des audits qui n'ont jamais été publiés. Je crois que le gouvernement actuel ne doit pas se lancer sur cette voie-là. Nous avons droit à la transparence et à la vérité. Docteur Emmanuel Sédégan, vous parlez de dignité, mais les candidats aussi ont des arguments qu'ils font valoir. Ils estiment que c'est déjà un droit acquis, que les délais en principe, ou donc, disons, procéder ou bien prendre ces genres de décisions sont dépassés, et qu'en principe, le gouvernement ne doit donc pas prendre ce genre de décision. Vous savez, dans un état de droit qu'on veut construire, il faut attaquer la décision en justice. S'ils ont raison, ils ont raison. S'ils perdent, ils perdent. Donc, je crois qu'ils sont dans leur droit, mais il faut aller là où il faut. Au lieu d'occuper les rues, il faut prendre un avocat et puis attaquer cette décision en justice. Ils ne sont pas d'accord, si leurs droits sont lésés. Justement, ils ont un avocat, d'ailleurs je l'ai suivi ce matin avant cette émission, qui disait que oui, les lauréats ont eu le temps d'être installés, ont travaillé pendant plusieurs mois dans l'administration, et donc ceux-là ont perdu leur boulot antérieur, les fonctions qu'ils occupaient avant donc ces concours.
Est-ce que le gouvernement a tenu compte de ces paramètres-là avant de prendre une telle décision? Je me reprends pour dire, si nous sommes dans un état de droit, c'est à la justice de trancher. Si vous aviez volé et que vous avez fait usage de faux pendant des années, et qu'après on vous retrouve 20 ans après que c'était un faux diplôme, qu'est-ce qu'on ferait de cela? Donc nous sommes dans un cas là, c'est-à-dire la commission, je ne connais pas ce qu'on reproche à chacun, mais s'il y a suffisamment même, c'est sûr que parmi ceux qui sont admis, il y a des honnêtes, hein. Je ne dis pas le contraire, mais qu'ils acceptent quand même que pour la clarté des choses, ils veulent bien reprendre. Et que ceux qui n'étaient pas du tout, ceux qui ont déjà été ciblés, qui n'avaient pas participé au concours, ils paraîtraient même que... Vous savez que c'est ça. Si l'État n'est pas clair, ça va susciter des remous dans les réseaux sociaux, les gens vont faire des suppositions, et puis ils vont faire des suppositions, l'État ne réagit pas. Ça devient vérité pour certaines personnes. Donc c'est pourquoi il ne faut pas garder l'opacité, il faut tout publier. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que l'État annule donc un concours. On l'avait déjà observé pour les concours organisés par Cora Zaki. C'était donc en 2012. Qui a après été nommée ambassadrice au Niger. Voilà, au Niger. Comme prime à la... Bon, à la gouvernance, à la bonne gouvernance de ce temps-là. D'accord, compris, voilà. À la bonne gouvernance, voilà. Ce sont vos propos, docteur Emmanuel Sédégan. Est-ce que, pour vous résumer, vous dites simplement aux candidats que devant l'honneur, vous devez simplement vous éclipser? Non, il faut qu'ils comprennent. Il y a eu même des bacs qui ont été annulés dans certains pays. Hein. Pas parce que tout le monde a vu l'épreuve, parce que certains ont vu l'épreuve. Et puisqu'on ne peut pas identifier l'étendue du problème, on a dû faire reprendre le bac dans ces pays-là. Donc, nous sommes dans le même cas ici. Vous voyez, donc je crois qu'il faut, il faut donner crédibilité quand même. Moi, j'étais sûr qu'on allait en arriver là, mais c'est qu'il faut sanctionner. Il ne faut pas rester sur on a vu ci ou ça et ne pas sanctionner. Nous devons quitter l'état de l'impunité. Puisque c'est ça le plus grand mal du Bénin, c'est l'impunité. On a vu, justement, l'antenne faisait allusion à cela, sous le régime précédent, on a annulé un concours, je crois que ça devait être en 2012, sous Cora Zaki, justement, mais cette décision d'annulation de concours n'a pas suscité autant de remous. Pourquoi ce qu'on observe, cette réaction aujourd'hui vive, tenace et un peu, à mon avis, un peu déception que des gens ont misé fort sur ce concours, des gens ont payé, des gens se sont endettés pour acheter ce concours. Quand on en arrive là... ça n'a pas été prévu, prouvé. Non, on en parle que monsieur tout le monde le dit, la non-publication... Mais jusque-là, personne n'a réussi à apporter la preuve que, par exemple, le ministre Aboubakar Yaya, a pu prendre de l'argent. Je n'accuse pas non plus le ministre Aboubakar Yaya. Je dis, il fut d'ailleurs mon ministre, puisque je suis conseiller au ministère de la fonction publique. Et donc, ce n'est pas pour... Je dis, si les preuves existent, qu'il ne faut pas limiter la hiérarchie des sanctions, qu'il faut aller jusqu'au sommet, même au sommet de l'État, si le président sorti en est aussi complice quelque part. Vous voyez, les élections s'approchaient et il fallait des quotas de ceci, de cela pour contenter ci ou ça. Vous voyez, il y a vraiment une gouvernance mal gérée de la part du gouvernement de fin. C'est vrai, ils ont eu quelques acquis tels que... Je crois que quel que soit ce qu'on reproche au président Yaïboni, il faut reconnaître quand même qu'il a tiré dur sur la corde, mais il a su s'arrêter à un moment donné, et c'est à son actif. C'est-à-dire, ça aurait été pire. Bon, donc... Emmanuel Sédégan, j'ai lu dans votre parcours que vous êtes conseiller technique au ministère de la fonction publique. Est-ce que vous vous sentez également interpellé par cette situation ? Ah, vous savez, est-ce que vous vous sentez également coupable Non, vous savez, l'organisation de concours, le conseil et dit ce qu'il pense. Mais mon séjour avec le ministre Aboubakar a été bref, parce que quand un ministre arrive, il fait ses réformes, il prend ses responsabilités. Et je crois que Dieu m'a épargné d'être là pendant que ceci a éclaté. Mais même s'il était là, on aurait pu peut-être, compte tenu de ce que je connais de moi et ce que les gens connaissent de moi, ne pas m'associer à certains dossiers parce que je vais parler si ça ne va pas. Je lis une quête de joie dans vos propos lorsque vous parlez des responsabilités liées à ce concours. Vous n'avez même pas hésité il y a quelques minutes à dire le ministre Aboubakar Yaya en tête en parlant de responsabilités. Est-ce que cette attitude est une attitude vengeresse de votre part? Est-ce que vous dites il m'avait enlevé, alors il faut que je me réjouisse de son sort, de ce qui lui arrive aujourd'hui? Même si ça frappait
appelle le président de la... Je lui dis qu'il ne doit pas avoir une hiérarchie de sanctions pour dire, bon, puisque telle personne est telle, et d'ailleurs, je crois que nous allons revenir plus tard sur certains problèmes qui concernent la haute cour de justice, comment entraîner les gens, ceux qui bloquent, etc. Donc, moi, je crois que je vais dire qu'il ne faut pas limiter aux fretins. Vous voyez, il y a eu l'affaire de l'eau et c'est limité à des fretins. Bon, certains pensent qu'on peut aller plus loin, c'est ce que je dis. C'est vrai, vous souhaitez qu'on finisse donc avec l'impunité, quel que soit le niveau de responsabilité. Oui, mais il y a tout de même déjà des faits qui nous rendent un peu réticents. En 2006, par exemple, Boulignaï aussi était arrivé avec des audits. On n'a jamais publié les rapports. Est-ce que votre demande aujourd'hui serait donc entendue? Est-ce qu'on ne se limiterait pas? Est-ce que vous avez des craintes qu'on se limite simplement que je fasse un peu de comparaison. Le président Yaïboni est arrivé avec environ 75% de voix. Le président Talon avait environ 70%. Ça veut dire qu'il y avait l'aura populaire au deuxième tour. Donc, ce régime aussi a cette aura-là. Mais il ne faut pas emprunter le même chemin. Vous voyez? Parce que dès que vous êtes fragilisé dès le début, c'est fini. La suite, ce serait on va vous rappeler que vous n'avez pas sanctionné telle personne, vous avez sentencé tel, vous voyez, vous n'avez pas vu clair dans tel dossier. Donc, c'est pourquoi il dit que beaucoup avaient misé sur l'espoir sur le président Yaïboni. Mais on a vu la fin. On a vu la fin. Peut-être 6 mois de bonne gestion, on espérait beaucoup de choses. Mais ce qui est arrivé, parce que aussi, le Bénin n'est pas facile. Il ne faut pas tout mettre sur la tête des chefs d'État. Si maintenant on veut frapper, et puis c'est un ami, vous voyez, les gens commencent à intervenir, laisser tomber. Donc c'est un peu, il y a aussi le sentimentalisme. N'est-ce pas ce qui nous arrive? Ce que je veux que les chefs d'État aient, c'est qu'ils soient comme Staline. Hitler avait pris son fils qui était en guerre. Il voulait négocier. Il dit, son fils est un soldat au front. Il n'a pas négocié que son fils soit épargné. On l'a exécuté. Vous voyez, il faut en arriver à c'est-à-dire à cette phase où le Bénin a besoin d'un homme qui peut arriver à ce niveau-là. Et ça me plaît de vous dire une citation de Bembe Jas que j'aime beaucoup, que j'ai écrit dans un de mes livres sur le leadership. Il dit ceci: si tu ne peux organiser et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes courageux. Si tu ne peux être impartial, eh bien, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne le sabre aux femmes qui te montreront le chemin de l'honneur. Enfin, si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole au griot. Tout dirigeant est susceptible d'avoir des faiblesses. Mais c'est en s'associant avec des gens qui ont différentes temperaments et qu'on peut amener au front, on devient plus fort. Nul ne peut gérer tout seul un pouvoir. Il faut voir les compétences qui existent de gauche à droite. Et c'est en cela que j'ai animé hier un dîner de gala intitulé Nuit des leaders, où je disais le Bénin, du désert de compétences aux oasis d'excellence. D'accord. Justement, merci de nous offrir cette belle transition pour vous amener à apprécier les 100 jours de Patrice Talon. Ça va tomber cette semaine, je crois que c'est le 14, ça lui fera 3 mois, enfin 100 jours au pouvoir. C'est un bilan symbolique qui se fait souvent à cette occasion. Selon vous, Dr Sénégan, le nouveau départ est-il une rupture? D'abord, j'aime le tonus du président. Et moi, monsieur, il faut le dire clairement. J'ai créé des forats où on s'est battu des gens différents, mais j'ai soutenu le président Talon pendant cette période. C'est un appel que vous lui lancez ce matin, vous lui dites non, vous avez aussi contribué à son élection. Les faits sont là. Ouais. Les faits sont là, les faits sont têtus. Mais ce que je veux dire, je dis ceci, président Talon, et je ne sais pas, c'est tout droit qu'il faut regarder dans ces yeux-là. Si vous avancez, nous vous suivrons. Si vous arrêtez, nous vous poussons. Mais si jamais vous abandonnez, eh bien, nous allons vous poursuivre en justice. Ça veut dire que lui-même, et j'ai aimé son courage, sa détermination. En justice pour abandon non, mais s'il abandonne la voie parce qu'il a un programme d'action. Par exemple, s'il abandonne son programme d'action, nous parlons aujourd'hui de l'impunité. S'il vient et puis il instaure l'impunité, mais ça va se retenir contre lui. Donc je crois qu'il a un bon programme, on l'a soutenu, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et c'est très important. Parce que les hommes, vous voyez, il était hors du pouvoir. Moi, je peux vous dire, par exemple, sans être là,
ce qu'il est parti faire à Abidjan la fois dernière et ce qu'il est parti faire à l'Élysée. Je connais, j'étais pas, mais je connais en utilisant des éléments géopolitiques, je vous dis exactement ce qu'il est parti faire. Et il doit faire attention à ce qu'il est parti faire là-bas. Il ne connaît pas tous les contours. Et j'ai commencé à voir déjà les résultats des voyages qui ont suivi, etc. Le Bénin n'est pas à vendre. Et il doit savoir que sa vraie popularité, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'extérieur, c'est le peuple. C'est le monde universitaire, c'est le monde de ceux qui ont cru en lui et l'ont porté au pouvoir. Sa force, personne ne peut l'attaquer. Si ça, vous savez, je donne toujours l'histoire du Vietnam. Lorsque Ho Chi Minh a battu l'armée américaine, l'armée la plus puissante, l'armée nucléaire du monde, au point où il a pris vivant John McCain. John McCain, qui a compéti contre Obama en 2008, était prisonnier de guerre de Ho Chi Minh. Un pays, les mains nues. Ça ne vous dit rien que c'est le peuple qui porte au pouvoir, qui vous soutient jusqu'au bout. Pourquoi on n'a pas pu réussir l'embargo contre Cuba et un demi-siècle après, on a desserré? C'est parce que, et encore, Cuba a été cité par l'OMS, je dis bien par l'OMS, le seul pays au monde sur le plan médical à avoir trouvé le médicament contre le sida. Quand la mère est porteuse, l'enfant ne peut l'éviter. Le seul pays. Donc un pays enclavé et qui a pu suivre, exporter même des médecins. Je vais dire que le président doit suivre beaucoup de nouvelles. Sa force, ce n'est pas la France. Sa force, ce n'est pas l'armée béninoise. C'est son peuple. Les gens déterminés à se battre, à se mobiliser pour que sa vision porte. Alors, au bout de 100 jours de mise en œuvre de ce programme auquel vous avez cru pour donc soutenir Patrice Talon, quelle est votre appréciation? Dans son programme, il y a quelque chose que j'ai aimé. Je parle d'abord de l'individu. Une fois, votre collègue Joe Dawawe, non, pas Dawawe, Joe Clonon, m'avait interviewé en fond. Vous savez, moi, je suis d'Assa, je ne parle pas bien fond. La dernière question qu'il m'a posée, il n'avait pas encore prêté serment. Il dit, mais qu'est-ce que je pensais du président Talon? J'ai dit, il paraît que c'est un bandit. J'entends qu'il est un bandit, mais s'il est un bandit, c'est un bon bandit. Un bandit qui peut donner 129 milliards à son pays dans un procès qu'il a gagné, que Dieu nous en donne davantage. Bon, c'était pour rire un peu. L'homme a de l'ambition, il veut sortir, il veut laisser un nom dans l'histoire, mais doit savoir que ce nom à laisser dans l'histoire peut amener à dire qu'avec un mandat, on peut vraiment régler les problèmes d'un petit Bénin de 10 millions d'habitants. Vous voyez, regardez, sa promesse de faire un seul mandat m'enchante parce que je dis, les États-Unis, où j'ai fait une dizaine d'années, c'est 300 millions d'habitants. Le Bénin, c'est 10 millions. Divisé pour voir combien de fois ils sont supérieurs à nous. Mais dans tous ces États des États-Unis, un petit Obama, que j'admire sur beaucoup de plans, bien sûr, je le désavoue sur certains plans, doit faire seulement 4 ans pour convaincre qu'il est capable de diriger 300 millions d'habitants. Ici, c'est 10 millions. Donc, et c'est une seule fois encore qu'on peut, si tu fais bien, on peut encore te faire confiance une seule fois. Petit pays, 10 millions, mais Mathieu Kérékou a dit que ça pèse lourd. Il y a renchéri aussi. Non, je comprends que la psychologie, la sociologie d'un peuple compte. Mais c'est le leadership. On dit une armée. Quand on dit que tu es mouton, c'est que tu es bête. Hein. Quand on dit que tu es lion, c'est que tu es fort. Mais une armée de moutons conduite par un lion peut vaincre une armée de lions conduit par un mouton. Le problème, c'est qui vous conduit, qui vous porte, qui donne l'impulsion. Et je crois que... Docteur, je voudrais, pour vous relancer, je remarque que vous insistez beaucoup plus sur les atouts de Patrice Talon, ses qualités, sa potentialité, etc. Mais quelle est aujourd'hui votre appréciation sur la méthode Talon? Est-ce qu'il réussit à marquer la rupture dans sa gouvernance depuis les 100 jours qu'il est à la tête de notre pays? Laissez-moi vous dire ce que je n'apprécie pas dans sa méthode. Sinon, vous allez penser que je ne suis pas un vouvouzela. Mais je dois être honnête. Je ne peux pas apporter quelqu'un au pouvoir et le lendemain commencer à le couper. Mais il faut lui dire des vérités pour qu'il se colle. L'homme est perfectible. Je ne suis pas content du conseil, la manière dont le conseil des ministres, les résultats sont donnés. Le peuple a droit aux redditions de comptes. Mais la première question dit telle personne est nommée. Et des gens font du check et on dit ah, mais il a eu tel passé, il ne devait pas être à tel poste. Nous avons le droit de nous prononcer sur ceux qui vont nous diriger et à qui on donne des pouvoirs, etc. Donc je crois que ce que le ministre Koukwaki fait, c'est du perte de temps. Et il faut qu'on dise réellement
voici, ou bien, bon, comme ça se fait à l'avant, quoi. C'est clair, et les grandes lignes sont claires. Bon, disons, présenter d'abord les grandes lignes du Conseil des ministres, avant qu'on ait donc... En fait, c'est du temps perdu. Mais il faut aller droit au but. Vous, journalistes, vous devez même être frustrés. On vous donne d'annoncer un peu. Et avant ça, les réseaux sociaux vont commencer déjà à imaginer, on a telle personne, je crois que telle personne est nommée, après on voit que ce n'est pas... Non, là, il y a l'opacité, il y a toujours des supputations. Ces de presse du ministre d'État Koupaki ont quand même l'avantage d'expliquer le contenu de certaines grandes décisions prises en Conseil des ministres. Mais vous dites grandes décisions. Mais les grandes décisions ne suivent pas pour vous, journalistes. Vous pouvez avoir assez de détails pour étayer les journaux tel le lendemain. Et ça, c'est la version officielle qui est donnée par le gouvernement sur toute l'année. Il peut y avoir certaines choses avec question que vous allez élargir davantage. Mais on cadre des choses, on fait. Ce n'est pas bon. Ouais. Mais vous savez, Patrice Talon dit qu'il ne veut donc pas la politique spectacle. Il faut aller dans la discrétion et on parle aussi de normomédiatisation. Est-ce que ce n'est pas finalement sa méthode à lui qui ne va pas avec celle de Boni Yayi? Vous savez, une méthode qui prive le peuple de ses droits à l'information doit être révisée. Vous voyez, ça prive le peuple du droit à l'information. C'est tout ce que moi je sais. D'accord. Docteur, oui, je rappelle que vous êtes quand même aussi géopolitologue. Est-ce qu'il y a une méthode, une norme en la matière, ou bien c'est parce que peut-être nous avons été habitués à la méthode de Yayi qu'aujourd'hui nous nous plaignons, qu'aujourd'hui on sent certains manques? Vous savez, le président a bien fait, j'allais dire même très bien fait en disant, si tu es nommé et que tu vas organiser des messes, des kermesses, que tu es dégommé, il a déjà balisé tout le terrain. Mais quand on dit que telle personne est nommée, on n'a pas encore vu quelqu'un qui soit parti quelque part organiser des messes, des kermesses, et pour qu'on voit le chef, etc. Non. Donc je crois qu'il a résolu ce problème-là déjà de ne pas se faire aduler comme un roi. Donc c'est déjà une simplicité et une honnêteté que j'apprécie. Maintenant, il faut donner le droit à l'information à vous, journalistes, qui allez relayer le vrai plutôt que les supputations des réseaux sociaux. Et c'est ça que je dis. Alors, on va évoluer donc dans notre discussion, Dr Sédégan. Bon, pendant son premier jour, on voit que le chef de l'État a rapidement mis son chantier de réforme politique en œuvre. En tout cas, il a entamé la démarche. Une commission a été mise en place qui a rendu son rapport. Est-ce que vous avez pris connaissance de grandes conclusions de cette commission et quelle est votre appréciation? Vous voyez, là encore, je suis sous-informé. C'est le on a dit quelques bribes. Je vais souhaiter que ça soit... Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu ça dans les journaux, peut-être que j'étais préoccupé par le bac et le BTS ces temps-ci, mais je n'ai pas les grandes lignes. C'est ce que j'entends dire, que je peux dire. Or, vous êtes là, donnez-moi ce que vous avez. Enfin, allons sur certains points. Quel point vous comptez? Il y a certains journaux qui ont publié tout de même le contenu du rapport, notamment aussi les grandes lignes de ce rapport. Et d'ailleurs, l'une des questions sur laquelle les membres de la commission ne sont donc pas parvenus à accorder les violences, c'est la question du mandat unique, laissé donc à la discrétion du chef de l'État. Patrice Talon l'avait donc souhaité, un mandat unique. Vous, votre réaction sur le mandat unique désormais qui doit figurer dans la Constitution? Il y a environ 3 mois, j'ai été invité. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ils sont en voie de révision de leur constitution. J'ai été invité par le FPI à Finguessan pour une conférence dont le thème était Conférence nationale et innovation constitutionnelle en Afrique. Et je vais vous dire ce que j'ai dit, qui cadre avec le mandat unique. Et on avait eu la présence de l'ancien, le premier ministre de la transition du Niger aussi qui était là. Lui n'était pas pour, mais j'avais défendu ce point de mandat unique. Sur ce point que, vous savez, ce n'est pas parce que les autres ont fait autre chose que le Bénin ne peut pas exprimer quelque chose de contraire. D'ailleurs, nous avons été les précurseurs de la conférence nationale, que les autres ont copié. Et on a vu la suite. Donc je crois que voici le mandat unique. Dans le contexte du Bénin, j'ai déjà dit la population c'est 10 millions. J'ai déjà dit que lorsque on te donne 5 ans pour faire une réforme, ce que tu n'as pas pu faire, on laisse un peu pour dire c'est pour le deuxième mandat. Et on est un peu complaisant parce qu'on veut un deuxième mandat vis-à-vis
des gens. On dit, bon, des faveurs, de concours, ça peut arriver, de partage du gâteau entre les régions et peut-être entre les religions aussi. Mais quand tu as un mandat unique, tu dis, je ne dois rien à personne et je dois faire ce que je dois faire. À partir de ce moment, je crois que tu as les coudées franches pour avancer sur tous les chantiers. D'accord. Mais docteur Emmanuel Sédégan, beaucoup estiment aussi que même si vous avez donc demandé ou bien un mandat unique, on peut peut-être mal gérer le pays, que ce soit donc 2 mandats que vous avez, que au fond, ça ne change pratiquement rien. Ça change. Vous voyez ce que ça change. Je vois le gouvernement du président Talon, enfin le président Talon, comme celui qui va poser les fondements du Bénin futur. Ici, si vous voulez faire une maison Ré plus 10, la fondation ne va pas être Ré plus 2. La fondation tient compte. Les révisions que nous faisons doivent tenir compte de la fondation de demain. Et si lui-même, si les lois sont votées, ça peut le rattraper avant même la fin de ces 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas parce que je veux que je vais faire du désordre. Si tu fais du désordre, tu seras rattrapé, même avant la fin de ton mandat. Mais moi, c'est ce qu'on va mettre dans ce changement qui m'intéresse. Moi, je ne vais pas encore parler. Je veux maintenant vous dire ce que moi, je pense qu'il faut, entre autres, dans cette révision constitutionnelle pour que je l'adopte. Je l'ai dit à Abidjan, je vous répète ça ici. Nous prenons la France comme un modèle. Et la France, parfois, aussi, est un modèle. J'ai admiré la politique de Hollande, de son ministre des Finances, son nom m'échappe. Macron Non, pas Macron, et qui avait un problème financier. Il a été en justice. Vous voyez, l'affaire de ce ministre qui avait, ce n'est pas qu'il a volé, ça dit sa façon de voler, c'est qu'il n'a pas déclaré tout, il a mis ses biens ailleurs, et puis il a été rattrapé, mais il a été limogé. C'est-à-dire, membre d'un gouvernement, j'attends ça du président Talon. C'est-à-dire que si les réformes touchent quelqu'un qui est avec toi, que ce soit quel que soit le niveau de responsabilité, je l'avais dit avant, je le redis maintenant, la personne doit répondre devant ses actes. Mais ici, il y a des balises. On dit qu'il faut passer d'abord par le Parlement qui doit voter, je ne sais pas si c'est 4/5e avant de... Non. Vous voyez, là-bas, il n'y a pas eu 4/5e. Directement, le juge t'interpelle et tu vas répondre de tes actes. Et on a vu, même après Chirac aussi, a répondu à ses actes après son mandat. Sarkozy, après son mandat, on n'a pas dit le Parlement doit voter ses actes, il doit répondre de ses actes, et surtout de la situation en Libye, ça va le rattraper comme ça rattrape maintenant Tony Blair. Donc je crois que tout ce que nous disons ici, c'est qu'il n'y a pas un homme au-dessus des tests. Si lui-même fait du désordre, il peut être rattrapé avant la fin de son mandat. Et un mandat suffit. Personne ne peut dire, parce que j'ai fait un mandat, je vais faire du désordre. Ce désordre va te rattraper parce que les faits sont têtus. On va retenir aussi dans ce petit bilan donc, des 100 jours de la rupture que la question de l'insécurité a été l'une des difficultés rencontrées par ce gouvernement. Bon, ça se calme un peu, on connaît une certaine accalmie, les braquages ont un peu diminué. Est-ce que vous pensez que le gouvernement de la rupture a pris la question de l'insécurité par le bon bout? Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire en public ici. Peut-être acquis de droit plus tard, j'ai tenté déjà d'aller dans cette direction. Je vais parler de feedback et je vais dire que le président peut m'accorder 5 minutes pour que des choses très que j'ai partagé d'ailleurs avec Sarano tout à l'heure, mais que je ne peux pas dire en public. Donc la question de sécurité ne se traite pas sur les écrans de la télé. Mais je sais une chose, tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin sur le plan de l'insécurité, cela a été sous différents régimes. Mais vous savez, quand un régime aussi arrive, on le tense un peu. Il faut voir sa capacité à... Et il y a 2 catégories de bandits, dans la plupart des pays. Il y a les bandits ordinaires, qui ont faim, des gens qui veulent juste s'en sortir. Et quel que soit le régime qui vient, ils seront comme ça. Mais il y a l'autre catégorie de bandits, qui sont des gens gros bras, qui accomplissent les missions, les sales besognes pour les chefs d'État de ces pays. J'en connais des parlementaires américains où j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame, elle travaille dans ce secteur. Et elle connaît l'homme qui exécute pour tel député. Vous voyez, donc chaque pays a ses gros bras. Ceux-là, quand un nouveau régime est arrivé, ils ne les a pas encore pris en compte, ils veulent dire nous sommes aussi là.
Donc cette deuxième catégorie-là, quand vous avez fini de négocier avec eux, vous allez avoir la paix sur ce plan-là. Mais les autres bandits qui on veut forcer pour prendre la moto, etc., ça va rester longtemps tant que les gens auront faim. Et puis d'ailleurs, j'ai dit dans mon livre sur la géopolitique, la paix n'est pas l'absence de la guerre. Les maladies, l'injustice sociale, l'analphabétisme et tout autre sont des bombes à retardement si rien n'est fait pour les désamorcer. Le Bénin n'est pas en guerre, mais est-ce que le Bénin est en paix? Le Bénin n'est pas en guerre, mais il est dans un environnement frappé par le terrorisme, notamment les affres de Boko Haram. Nous ne connaissons pas du tout du bois. Pour le moment, nous jouissons d'une certaine paix, d'une sorte d'état de grâce de la part donc, de cette mouvance terroriste. Mais nous, nos problèmes sont plutôt liés à l'insécurité à l'interne, des questions de braquage. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Bénin a les moyens de faire face à cette insécurité? Vous savez, sous le président... Je rappelle, transfrontalier également. Sous le président Yahya Boni, en plein jour, je dis bien en plein jour, dans Tokpa, le plus grand marché du Bénin a été attaqué pendant une quarantaine de minutes. Et ils sont retirés tranquillement sans qu'il n'y ait une seule personne, un seul prisonnier. En plein jour. Je crois que ce n'est pas propre à un gouvernement. Et ces transfrontaliers que vous avez dit, ils se sont repliés où? Dans un pays voisin. Si vous balayez proprement ici, tel que c'est propre, c'est très beau ici, et qu'à côté, votre voisin n'a pas balayé ça, mais son environnement, ici c'est propre, vous avez fait votre devoir. Mais l'odeur va venir ici, on ne peut pas respirer ici. C'est pourquoi les questions de sécurité ne peuvent pas être analysées de façon locale. On peut réfléchir globalement et agir localement. C'est en cela que je dis que beaucoup de choses ne peuvent pas dire sur votre écran, compte tenu des vérités que je détiens et que j'ai voulu approcher le président. Jusque-là, je crois que... Jusque-là, vous ne l'avez pas encore vu, c'est peut-être l'occasion pour vous de justement partager ces vérités et donc attirer son attention, susciter son intérêt. Je vous dis par exemple, si en tant que géopolitologue, vous savez que l'histoire est têtue. La guerre du Biafra, le Bénin a eu une part dans la guerre du Biafra. C'est ici que les avions français atterrissaient, se ravitaillaient et en armes portaient les armes aux rebelles. C'est documenté dans le documentaire France-Afrique que vous pouvez consulter. À partir de ce moment, vous savez que la guerre du Biafra a ressurgi encore il y a deux ans et que des gens sont en prison et que des radios pirates circulent. Vous voyez ce qu'il y a, non? Et que, à part Boko Haram, enfin, qui se fait appeler État islamique, il y a un autre front nouveau qui ne fait pas encore 3 mois, qui est ouvert. Et là, ça ne cite pas les personnes comme le font les gens de Boko Haram, mais ils citent les objectifs économiques, surtout le pétrole. Vous voyez, ça c'est différent. Je connais beaucoup de vérités sur ces choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on tourne sur cette page. Si le président aime vraiment son pays sur le plan de sécurité, je suis à sa disposition en tant que géopolitologue. Fait à l'appui. D'accord. Preuve à l'appui. Voilà, vous avez sans doute lancé votre appel, docteur Emmanuel Sédégan. Mais sur qu'est-ce qui pourrait donc entraîner, disons, cette question d'insécurité qu'on observe, disons, au Bénin et puis dans le monde? Oui. Vous savez, il vaut mieux partir du monde pour venir au Bénin. Et vous, le journaliste, votre collègue Dossa a bien dit, pour le moment, nous ne sommes pas frappés comme le sont les autres. Pour le moment là, ça peut arriver à tout moment. Et c'est pourquoi il faut voir l'insécurité aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Je veux limiter l'Afrique de l'Ouest, est partie de la Libye. Avec la déstabilisation de la Libye, qui a aujourd'hui plusieurs gouvernements, les armes libyennes se sont propagées dans la sous-région. C'est ça qui a renforcé la situation au Mali. Vous voyez, c'est ça qui a renforcé la situation au Mali. Et qui dit Mali, c'est qu'ils sont passés par le Niger, et aussi la question du Niger. Le Niger est à la frontière du Bénin. Le Niger est à la frontière du Bénin. Donc tout peut arriver à tout moment. Et vous savez que maintenant, même hier encore, du Mali, il y a eu des gens qui ont attaqué la frontière du Burkina. Tout ça, c'est encore à notre frontière. Attention, ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est la déstabilisation. D'ailleurs, je suis heureux de savoir que en Angleterre, Tony Blair, qui était Premier ministre, quand ils sont partis attaquer
l'Angleterre est partie dans cette coagulation qu'on appelle collusion ou coagulation qu'on appelle collusion pour aller assassiner Saddam Hussein dans son propre pays. On l'a immolé un jour de Tabaski. Provocation des musulmans. Et vous étonnez aujourd'hui qu'il y a un État islamique qui se revendique d'un... Mais vous êtes autant terroriste, on a des terrorisme d'État. Ça, c'est du terrorisme. Et Tony Blair a reconnu son tort, mais les gens qui ont eu des parents qui sont morts, qui sont morts au front, vont l'attaquer en justice. Et on ne peut pas se limiter seulement à la situation de Tony Blair. C'est parti de Bush, la boucherie de Bush en Irak. Bush, et il circule librement, et on dit il y a ces pays, ou bien comment on appelle ça là, qui jugent que les autres, alors que les États-Unis, Bush en tête, doivent être jugés pour ce crime imprescriptible. Vous voyez la politique de deux pas, deux mesures, et des gens comme Gbagbo. Je vous dis ceci. Non, laissez-moi vous dire les vérités. Vous savez que 11 ans après le bombardement de Bouaké, 11 ans après, la France a reconnu, des Français ont reconnu qu'il y avait eu 9 militaires français qui ont été bombardés et un Américain. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas Gbagbo qui a fait ça. Les résultats sont sortis. Et un juge français interpelle Alliot, qui fut ministre de la Défense, et beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a des gens qu'on fabrique pour atteindre des objectifs. Cette préoccupation relève plutôt de la géostratégie à l'international, la préoccupation de sécurité de Côte d'Ivoire, la question de diplomatie entre des pays étrangers, sans doute intéresse, mais je crois que les Béninois voudraient plutôt savoir, au plan local, au niveau de l'échelle de notre pays, comment est-ce qu'on peut faire face à ces préoccupations, et notamment, et c'est là la question que je voudrais vous faire, comment le Bénin peut profiter du Nigeria, de ce géant aujourd'hui première puissance économique africaine, sans importer son insécurité. Merci bien. Je suis enseignant universitaire. Il y a un exercice que j'ai donné récemment à mes étudiants. Je dis, définissez la géopolitique et appliquez cela aux relations entre le Bénin et le Nigeria sur le plan culturel et sur le plan économique. Voici les résultats que j'ai eus. La géopolitique, c'est la conquête de l'espace par la puissance. Je dis conquête de l'espace par la puissance. À partir de ce moment-là, sur le plan culturel, comment ça peut se passer? Sur le plan militaire, c'est occupation brutale. Comme on occupe un pays comme l'Ukraine et la Russie, etc. Donc, ça, brutal. Mais ça peut être sournoisement fait. Par la culture. Regardez, le Bénin partage la frontière avec le Nigeria. Les habitants, les Béninois qui ont le passeport béninois, n'ont pas assez d'infrastructures. Ils vont aller de l'autre côté du Nigeria pour aller à l'école. Ils vont aller dans les hôpitaux du Nigeria. Ils vont consommer Nigeria. Ils vont se vertir. Ils vont écouter même la télévision, les radios du Nigeria. Tout en étant le passeport, le Nigeria a déjà conquis cet espace de notre frontière. Or, les problèmes de sécurité partent d'abord des critères de frontières. Vous voyez? À part la sécurité, pour éviter la politique transfrontalière, il faut s'occuper de ces frontières. Si cette frontière est déjà fragile sur le plan culturel, l'autre a déjà envahi votre... C'est comme la francophonie, qui parle la langue tout court. Vous voyez, la France a conquis beaucoup d'espace dans le monde. Au lieu de parler de Dassagwéphonie, moi je suis de Dassa, Fongbéphonie, Yoruba-gbéphonie, etc., nous parlons de francophonie. Voilà des liens qui font que, sur le plan culturel, la France rayonne. Bon, maintenant, sur le plan économique, l'expansion du Nigeria sur le Bénin, vous voyez, l'embargo du Nigeria contre le Bénin est plus catastrophique que l'embargo de toute l'Union européenne contre le Bénin. Vous savez ça? Avec l'affaire Amani, on a vu comment en fermant la frontière, eh bien, le Bénin tremble. Quand on a vu la suite. Donc, et le Nigeria, actuellement, s'il dit, bon, mais je ne vous donne plus d'électricité, et je veux que ce soit Dossa qui soit le prochain président, vous voyez comment on peut l'utiliser pour faire du chantage. Vous voyez, donc, voilà l'influence d'un pays sur un autre et comment on peut les arranger pour que ça passe. Le Bénin, il y a un économiste nigérien qui avait écrit un livre intitulé « Le Nigeria, géant au pied d'argile », Patrick Olatunde. Il faut que le Bénin étudie le pied d'argile du Nigeria. C'est un géant, mais au pied d'argile. Où est le pied d'argile et comment le Bénin peut négocier? Parce que quand on parle de coopération internationale, mais c'est donnant-donnant. Où est le Bénin est puissant?
comment on peut le faire pour que nous soyons aussi, que le Nigeria dépende de nous sur un certain plan. À votre avis, qu'est-ce que le Bénin peut apporter au Nigeria? Déjà, le Bénin peut être le grenier de la sous-région, pas seulement le Nigeria. Le Nigeria a à 200 millions, a des problèmes de culture, d'agriculture. Le Bénin a des terres arables. Comment faire en sorte que le Bénin devienne le grenier? Et même pour le Burkina et pour le Niger et pour le Nigeria. Alors que c'est l'inverse qui se constate. On constate que le Burkina qui est dans le désert donne de tomates, des légumes et de poissons tilapia au Bénin. Vous voyez comment les choses se transforment. Donc, quand vous prenez par exemple, je parlais hier, l'ambassadeur du Japon était à cet événement-là, et je disais, mais l'aéroport de Tokyo est bâti sur la mer. Ça veut dire que le Japon a fait reculer la mer pour conquérir la terre, mais le Bénin laisse la mer conquérir la terre. Vous voyez l'inverse des choses là. Donc si on revient sur le plan sécuritaire, c'est que je dis, aujourd'hui le Bénin doit rassurer le Nigeria qu'aucun mal ne peut quitter le Bénin pour aller. C'est déjà une force du Bénin pour dire les relations qui existent au sommet du chef de l'État est si sincère, si intime que le Nigeria a confiance au Bénin. Vous voyez, entre le Cameroun et le Nigeria, le Cameroun, les gens quittent le Nigeria pour l'attaquer et reviennent de l'autre. Donc, on a tous un sort en commun. On va voir. D'ailleurs, je pense que c'est la non-application aussi de la décision qui a été les forces d'intervention, créer une force d'intervention entre nos pays pour que quand ça est la politique, nous devons avoir notre sécurité garantie par nous-mêmes d'abord. On observe quand même qu'il y a une synergie entre les pays, notamment le Nigeria et le Bénin, sur le plan de la sécurité, font un certain nombre d'actions ensemble. On voit les polices des deux côtés mener des patrouilles communes et beaucoup d'autres aussi à l'échelle communautaire, au niveau de l'UEMOA, etc., de la CEDEAO. Mais je voudrais savoir, Dr Sénégan, on a vu l'ancien président Boni Yayi s'accrocher tout le temps au bras des présidents nigérians, Goodluck, ils étaient tout le temps ensemble, on le voyait donc parfois faire ses genuflexions pour que le Nigeria nous accorde certains avantages. Et certains citoyens pensent qu'aujourd'hui, le gouvernement de la rupture n'a pas pris une option suffisamment sérieuse pour le Nigeria, ne développe pas cette stratégie pour davantage profiter du Nigeria. Est-ce que c'est aussi votre avis? Certains proches du président, d'ailleurs, qui travaillent au palais, peuvent vous dire que bien avant que le président ne soit installé, on a mangé ensemble, je l'ai dit, le premier voyage du président doit être au Nigeria. Et celui qui m'écoute sait de quoi je parle. Mais c'était pas ça. Il était plutôt... oui, ce qui est fait est fait. Mais comment rattraper? On ne peut plus revenir derrière pour dire que ça ne sait pas. Apparemment, le cadre pas non plus. C'est ça. Avec cette... voilà. Mais j'ai dit ce qui est fait, mais comment faire pour rattraper? Mais vous savez aussi, vous avez dit tout tantôt que le président Talon ne fait pas politique spectacle. Ni vous, ni moi, ne pouvons jurer que il n'y a pas des choses qui se font. Il ne peut pas venir vous tout dire à la tête, vous dire je fais, parce que c'est un homme un peu discret. Donc je crois que sur ce plan, le président sûrement doit avoir fait quelque chose, même si ce n'est pas visible, et il n'est pas un homme à chanter sur tous les toits, à voyager tout le temps. Et vous savez, même quel que soit ce bonus que vous avez donné au président, il y a un bonus que j'approuve aussi, qu'il est un homme vraiment de tonus qui va au Nigeria. Vous savez, le Bénin a perdu une très bonne opportunité pendant que Obasanjo était président. Vous voyez, la culture nous rassemblait. Il est Yoruba, il y a beaucoup de Yoruba. D'ailleurs, je crois que Obasanjo doit avoir une ferme ici, quelque part au Bénin. Ça marche. Aujourd'hui, ce n'est plus la langue de rapprochement, c'est un autre. Et c'est quelle stratégie il faut développer. Vous l'avez déjà dit, hein, moi je ne dis rien de nouveau, vous l'avez dit sur votre chaîne ici, on vous suit beaucoup. Le Bénin devait avoir un ministère spécialisé dans le Nigeria, pour le Nigeria. Et je crois qu'on peut confier ça à Dossa. Je propose. Vous avez insisté tout à l'heure sur le premier voyage de Patrice Talon qui devrait donc en principe effectuer au Nigeria. Pourquoi vous le dites? Vous savez, je disais tantôt que c'est 200 millions d'habitants et que l'embargo du Nigeria contre le Bénin était plus suicidaire que l'embargo de la France, de tout le nord européen contre le Bénin. Nous avons un problème de sécurité, même économique. L'énergie, 60. Je crois que le Nigeria manque d'énergie. Pourtant, il nous donnait
environ une bonne quantité. Alors qu'au Nigeria, il y a délestage. Ça, c'est un atout qu'il faut préserver. Donc, ces genres de choses. Or, l'énergie est pour l'économie, ce que la respiration est pour l'homme, je l'ai dit à plusieurs fois. Donc, je crois qu'en fait, il faut faire en sorte que ces relations soient tissées, renforcées. Pas pour briser les relations avec la France, hein. Tout pays a besoin de tout le monde. Mais il faut voir la hiérarchisation. Mais je suis convaincu que le président Talon, sûrement, a fait des choses de façon discrète. Vous savez, pendant que vous le critiquez ici, mais le président du Nigeria serait malade et était à Londres. Il ne pouvait pas faire autrement en ce temps-là. Aller le voir à Londres, non. Je crois que... Après, ils se sont vus, même d'ailleurs à l'occasion d'un sommet sur la question du terrorisme. Je ne crois pas que... Oui. Alors, vous souhaitiez, à l'entame de cette émission, parler de la question de la lutte contre l'impunité, la question de la haute cour de justice dans le cadre donc, des réformes politiques en cours. Dites-nous, quelle est votre analyse sur la question de la suppression ou non de la haute cour de justice? Je vous donne ma conclusion que j'ai faite à Abidjan, qui doit balayer beaucoup d'autres questions qui vont arriver sur ce point. Quelles que soient les réformes qu'on va faire, quelles que soient les réformes qu'on va faire au Bénin, ça dépend de la qualité des hommes chargés de les mettre en application. Supposons qu'on fragilise l'exécutif et au profit du judiciaire. Et on voit que le judiciaire est pourri. D'ailleurs, sous Nyolonfon, il y a eu, et sous Biotchane aussi, il y a eu des magistrats qui sont partis en prison. Vous voyez? Or, si on dépouillait l'exécutif, on mettait ça dans les mains des magistrats. Si ces magistrats ne sont pas des hommes intègres et honnêtes, mais ça va prendre un coup. Il peut appeler n'importe qui pour dire, bon, viens répondre. Et je parlais de Cahuzac, l'affaire Cahuzac en France. Vous voyez? Bon, il peut dire, Cahuzac, viens, etc. Donc, le problème, c'est les hommes chargés de les mettre en application. Quelles que soient les réformes qu'on a fait. Mais cette haute cour, ce n'est pas la faute de la haute cour. Hein. Si on dit le Parlement doit voter encore 4/5e, avant que vous ne décrétez quoi que ce soit, donc ça veut dire qu'il faut, il faut voir par où. Si on supprime, on dit, bon, haute cour de justice, sans passer par 4/5e, tu peux interpeller un président. Ça va fonctionner. Ouais, donc le problème, ce n'est pas la suppression ou le maintien, mais le mécanisme. Il faut réguler le mécanisme. C'est tout. D'interpellation des gens qui ont fauté. Oh, il semblerait qu'au Japon, je n'ai pas vérifié, lorsque les députés sont en session, eh bien, ils ont l'immunité. Dès que la session parlementaire finit, on peut t'interpeller comme n'importe qui. Et là, même, il ne faut même pas les payer. Il faut savoir que c'est quand vous êtes en session que vous êtes payé. Quand vous n'êtes pas en session, vous êtes livré à vous-même. Et là, on peut vous interpeller. La session, ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. Il y a un pays, on dit 1 mois ou 2 mois de session pour telle affaire. Dès que c'est fini, viens répondre. On peut simplifier les choses. Voilà les réformes qu'on peut apporter dans le débat. De la haute cour de justice. Justice. Ok. Oui. Oui, au-delà donc de la question même de la haute cour de justice, c'est vrai que plusieurs autres réformes aussi existent et on parle également de l'amélioration de la cour constitutionnelle aussi pour davantage, disons, dépouiller le président, j'allais dire l'exécutif et davantage permettre que le président ne soit pas, disons, un superbe homme comme on le dit. Est-ce que c'est une bonne option selon vous Je reviens pour dire, en Côte d'Ivoire, le président de la haute cour a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. N'est-ce pas? On l'a fait, la communauté dite internationale, la Cour constitutionnelle a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Et il avait vraiment gagné les élections. Et j'ai démontré ça à Abidjan il y a 3 mois. Si vous voulez, je peux vous démontrer ça encore. Non, bon, d'accord. On n'est pas là pour ça, on ne va pas refaire les élections. Oui. Voilà, donc la Cour de là-bas dit que c'est Gbagbo. La communauté dite internationale a son plan pour dire non, que ce n'est pas Gbagbo. Après, il est revenu. Après avoir parlé, on l'a poussé en l'exil, il est revenu pour dire bon, que ce qu'il a dit était faux. Vous voyez que ce que je dis, il y a les rapports de force sur le plan international, il y a aussi la qualité des hommes qui peut dire ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, et on peut me tuer pour ça. La parole donnée. Donc voilà à peu près ce que je dis. Donc le problème, c'est si demain, mais que ça, les réformes qu'on fait, on dépouillait, on mettait ailleurs. Celui qui vient, s'il est ami ou beau-frère, et le sentimental rentre dedans, on va dire, mais on a fait ces réformes, pour quel but? Vous voyez, donc moi je pense que la valeur des hommes compte, la conviction des hommes. Il faut mettre des gens de conviction à la tête des institutions et avoir une seule hirondelle ne fait pas le printemps.
On peut mettre un homme intègre. S'il associe les informations qu'il va avoir vers les services de renseignement en Angleterre, Blair dit qu'on lui a donné de faux rapports. Donc si les gens veulent atteindre avec de faux rapports, alors que toi tu prends tes décisions sur le rapport des services de renseignement et que les renseignements ne sont pas ont d'autres intérêts, vous voyez ce qui peut arriver à un homme pour une décision prise. Nous sommes dans l'homme tout court. L'homme est au cœur, au centre de tout. Et je crois que c'est la qualité de l'homme qu'il faut. Alors, le chef de l'État a mis en route son chantier de réforme politique et institutionnelle. Un certain nombre de décisions de suspension, d'annulation, de suppression ont été prises. Mais du côté du panier de la ménagère, rien pour le moment, apparemment, ne pointe à l'horizon. Est-ce que vous partagez, parce que mon analyse est juste? Et techniquement juste, mais globalement, est-ce que vous connaissez un temps où tu as dit à Sakpedea, un Sakégé? C'est béninois. Ouais, est-ce que tu as vendu un peu? Et la personne dit non, j'ai vendu beaucoup. Je ne sais pas si dans l'histoire vous connaissez des gens qui ont dit ça. Donc, quel que soit le régime qui arrivera, mais c'est une réalité. La réalité, c'est quoi? Si l'argent doit circuler, le secteur privé un peu qui existe, il y a quelque chose, une réforme qu'on doit apporter, c'est que le secteur privé, l'État a des dettes vis-à-vis du secteur privé. Si le secteur privé n'est pas payé, alors qu'on dit en même temps à ce secteur privé de payer l'État pour des dettes que ce secteur a, vous voyez qu'il y a une certaine injustice. Je crois qu'on peut réviser la réponse. Si c'est prouvé que tu dois 1000 francs et que tu me dois 400 francs, eh bien, on fait la solde. Donc, tu me paies seulement 600 francs. Il faut que cet agrément vis-à-vis du secteur privé et de l'État. Si l'État qui doit à quelqu'un du secteur privé et que ce que l'État doit est supérieur à ce que la personne lui doit, les gens, et c'est prouvé, les gens n'ont qu'à faire la différence. Vous voyez, là, l'argent va revenir dans le secteur privé et ça va circuler. Si le secteur privé est étouffé, il ne peut pas commander des voitures, des voitures, l'argent va ailleurs, embaucher des gens, par exemple, pour recruter davantage des gens, pour élargir son secteur. Donc, je crois qu'il faut voir comment payer les acteurs du secteur privé parce que la dette de l'État est quand même importante. La statistique m'échappe vis-à-vis du secteur privé. Je crois qu'on avait parlé de 300 milliards de francs CFA, tout de même comme dette à payer donc, aux différents prestataires. Pourquoi ça traîne selon vous? Vous avez des idées? Vous savez, je suis pas membre du gouvernement et puis, bon, nous ne restons pas ici, on est sur une télé sérieuse, sur les supputations. Parce que si ça traîne, on va dire peut-être que c'est parce que le régime de fin avait laissé peu dans la... Je n'ai pas vérifié, vous voyez, ce sont eux-mêmes qui savent pourquoi ça traîne. Mais je dis ceci. On doit faire beaucoup plus attention dans le climat des affaires. On va tout faire pour que si des Béninois ont des moyens, vous en connaissez qui ont des moyens et qui peuvent prêter à l'État directement, et l'État peut les rembourser progressivement. Il y a des gens qui ont ces moyens aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller à la Banque mondiale, la FMI, tout ça. Si bon, moi je mets à votre disposition. Il y a des gens qui ne sont pas 1000 milliards après. Ils peuvent le faire et dire, bon, je récupère progressivement. Et comme ça, l'État aura le temps d'éponger ces secteurs privés qui vont relancer l'économie, diminuer le chômage. Moi, j'ai pitié quand mes étudiants veulent faire mémoire. Ils ne trouvent même pas de société, ils vont aller faire leur stage non payant. Il n'y a pas de pour aller faire des stages. Donc, la formation même en prend un coup. Donc, je crois qu'il faut aller à cette décision. Si des gens comme le président Talon, le président Adjavan et autres ont des moyens qui peuvent mettre, bon, on prête 3 000 milliards à l'État. Et l'État peut rembourser. Et là, une bonne gestion rigoureuse. Et là, ils injectent comme ça de l'argent dans le circuit, mais l'argent va circuler plus rapidement. L'État a d'ailleurs eu recours à l'emprunt obligataire. C'est vrai qu'on nous parlait d'un besoin de 150 milliards de francs CFA, mais on en a eu 202 milliards de francs CFA. C'est peut-être un début de solution. Bon, c'est un début. Mais vous savez, il y a des gens qu'on connaît nantis dans ce pays, qu'on dit, bon, écoute, l'État est dans cette situation. Cotisons, nous trois là, cotisons. Et essayons de voir progressivement comment récupérer. Les citoyens vont mettre l'emprunt obligataire. Il y a des citoyens qui peuvent. Quand on prend le président Patrice Talon, il est classé parmi les 15 premiers milliardaires de l'Afrique.
Ça peut arriver. On peut faire même recours à Dangote pour dire l'État voisin est dans telle situation. Qu'est-ce que vous faites en attendant? C'est-à-dire que nous comptons pas seulement sur, ne comptons pas seulement sur la France et la Banque mondiale, le FMI. Faisons quelque chose de nous-mêmes. On en est capable. Le gouvernement, sans doute, s'y attelle, puisque beaucoup d'actions vont sans doute être mises en œuvre. On n'a pas de cet emprunt obligataire qui a été réalisé, mais aujourd'hui, les attentes des Béninois sont nombreuses. Il paraît que ceci est normal compte tenu du régime précédent, de son bilan, sa gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Patrice Talon a la possibilité de mobiliser les ressources, vous proposiez des pistes à l'instant, de mobiliser les ressources pour faire face à ces nombreuses attentes des Béninois? Vous savez, les Béninois aussi observent. Si on est en crise et que c'est une partie des gens qui desserrent leur ceinture et disent aux autres de faire des sacrifices, comme ça s'est passé pour la commission, je ne sais pas combien chacun a pris dans cette affaire-là de commission d'un mois et qui est exagérée, mais les gens vont se dire, mais donc il y a de l'argent quelque part pour une partie, une catégorie de gens. Donc c'est des choses à éviter. Vous voyez, donc je crois que le sacrifice doit être partagé et c'est ça qui permet les gens à patienter pour un temps et en sachant que avec d'ici quelques mois, les choses vont changer. Mais si on voit que le sacrifice est dans un seul sens, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, André le disait tout à l'heure, c'est vrai, les bonnes dames se plaignent dans les marchés, on ne vend pas, ça traîne. Est-ce qu'il y a un risque peut-être d'explosion? Parce que visiblement ça traîne, ça fait tout de même 100 jours. Et puis ça, ce n'est pas une explosion politique. Il ne faut pas tout mettre sur le coin de Yaïboni. Yaïboni n'est pas aussi fort que vous le pensez. C'est vrai qu'il n'est pas fini, comme le disent les gens. Il n'est pas aussi fort. Vous lui avez dit une force qu'il n'a pas. Si le marché d'Antokpa était brûlé, a été brûlé, tout le monde sait que ça a pris feu, et que des bonnes dames les thésaurisent l'argent à la maison ou dans leur boutique, et que tout ça est parti en fumée, des gens qui doivent à des banques, je connais des gens qui sont vraiment, les pailles ont brûlé, et ils ont fait des prêts, ils doivent rembourser. Mais l'État doit cibler les points chauds où c'est impératif. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que sous un régime, on a voulu politiser, on va tous les jours par-ci, par-ça, mais c'est une réalité qu'il faut prendre au sérieux la situation que vivent les femmes d'Antokpa et en trouver une porte de sortie. Parce que si tu dois aux banques et que tu n'as pas réglé, on ne peut plus te faire confiance. Ça, ce n'est pas parce que tes affaires ont brûlé, ce n'est pas du sentimentalisme avec les banques. La plupart, elles sont dans l'informel. Et elles ne sont pas assurées, elles ne sont pas protégées. L'autre action à mettre à l'actif du gouvernement de la rupture au cours de ces 3 premiers mois de gestion, c'est bien la question de la réunification de l'église protestante méthodiste du Bénin. Vous avez suivi cela un peu? Vous savez, je fus né méthodiste. Mon père fut évangéliste méthodiste. J'ai fait le CSP de Dassa, le CSP de Cotonou gratuitement parce que mon père fut évangéliste méthodiste. J'ai voyagé à l'étranger. J'ai suivi de loin avec un cœur meurtri ce qui s'est passé dans cette église. Au point où, revenu il y a une dizaine d'années, j'étais allé à Koubé. Oh, j'allais à Koubé quand j'étais élève. C'était un peu plus verdoyant. On me montre l'église protestante de Koubé. C'est comme inhabité. Et on m'a dit du sang a coulé là à cause de division. Si cette division était encore une division basée sur les concepts bibliques, pour dire telle personne fait telle chose, la Bible a dit autre chose, on pourrait comprendre. C'est les intérêts des hommes qui a divisé cette église. Mais que Dieu nous en pardonne. Des gens sont meurtris jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas se voir. Et je dis que c'est à l'actif du président Patrice Talon d'avoir réussi. Et moi, je ne veux pas, quel que soit ce qu'on dit, même si l'argent circulait ou pas, je ne veux pas savoir ce qui s'est fait. Seulement, il ne faut pas que l'argent de l'État circule dans cette affaire-là. Et on doit élever l'affaire de l'État, s'il a les moyens lui-même de le faire, parce que vous constatez quand même qu'il y a séparation entre l'État et le pouvoir. Est-ce que c'était un chantier prioritaire, réunir les membres d'une église divisée? Les dissensions aussi existent partout. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que... Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et ça, ça a perduré. S'il y a encore d'autres où il peut intervenir, etc., par sa diplomatie, eh bien, ça ne serait pas mauvais.
Oui, puisque les Célestes aussi le réclament déjà. On parle d'un triumvirat aussi là-bas. Les musulmans aussi ont, à Natitingo, du mal à désigner l'imam. Visiblement, c'est son rôle régalien. Vous voyez, c'est pourquoi il dit que quelque chose ce qu'on reproche au président Yaïboni, il a tiré très dur sur la corde, mais quand ça chauffe, il a su abandonner. Ça, c'est une qualité que le président actuel doit prendre chez son prédécesseur. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Il faut prendre ce qui est bon dans l'autre côté. Si ça brûle, c'est son rôle de bain. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire, tu vas avoir un bon projet et que les hommes ne s'entendent pas, tu ne peux pas avancer. Et s'il l'a fait pour les protestants, il peut faire pour les autres de façon diplomatique telle qu'il a fait. Moi, je le félicite pour ce qu'il a fait. Nous avons désormais 12 départements et avec le 12 préfets. Ça a mis du temps. Patrice Talon est venu et il a pu régler cette question. Vous savez que ça avait aussi à manifester, hein. À part Savalou, quand on prend le cas où il y a eu des manifestations, Savalou a manifesté, ça avait à manifester. Bon, Glazio aussi pourrait aussi manifester. Une décision, lorsqu'elle est prise, il y a toujours des graissements de temps quelque part. L'important, c'est l'accompagnement. Savalou est à 15 minutes, 20 minutes de Dassa, hein. C'est pas loin. Et il peut y avoir des choses à développer sur le plan économique de l'autre côté, etc., comme compensation, quoi. Ça avait aussi... Mais, ça dit le territoire doit être responsabilisé par une partie par rapport à d'autres. D'ailleurs, le président Talon, il est aussi entre autres de Ouida. Autant il a donné la préfecture à Alada. Peut-être que c'est parce qu'il était de Ouida. S'il n'était pas de Ouida, peut-être que Ouida était mieux situé. Vous voyez, quelquefois, s'auto-flageller pour faire voir aux autres. La question du développement de nos différentes localités doit être toujours vue comme une sorte de partage de gâteaux et un peu servi parfois à la tête du client. On parle même de compensation, vous venez aussi de le faire. Pourquoi c'est ainsi? Est-ce que c'est aussi le cas dans les autres pays que vous avez connus? Vous savez, moi j'ai enseigné et j'ai constaté, je parle de l'enseignement, hein. Suivant que vous avez tel ou tel quartier, il y a des quartiers de pauvres, il y a des quartiers de riches. Les enseignants ne sont pas payés de la même manière. Les quartiers de riches ont des moyens et ils se cotisent pour renforcer la caisse de l'établissement. Et un enseignant qui est dans les quartiers riches peut avoir plus de salaire que l'autre où ils sont pauvres. Donc voilà, dans la régionalisation du développement, il y a certaines choses. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas le bac. Tu passes en classe supérieure. Et pourtant, les cadres, on préfère des cadres venus de l'Amérique que d'ailleurs. Donc, les systèmes diffèrent. Et il faut se dire que nous sommes à un état, à une étape un peu inférieure sur le plan du développement, pas beaucoup, d'ailleurs beaucoup inférieure, mais c'est à nous de penser notre génie de développement pour se dire le développement à la base, c'est déjà quelque chose qui est dit depuis longtemps. Mais il faut aussi le transfert en même temps de compétences et de ressources. Parce qu'on dit une mission, les hommes et les moyens. On a créé les préfectures là. Ces préfectures sont où? Sont dans les anciennes préfectures, cohabiter avec les autres en attendant que. C'est vrai que la décision est prise, mais il faut que les moyens accompagnent pour qu'on crée vraiment les structures qu'il faut pour que. Et après ça, ce n'est pas le préfet qui va développer. Le préfet représente peut-être, il est le président de la République, en fait, de cette région-là. C'est le maire, c'est-à-dire c'est les communes qui vont faire le développement à la base. Et ces communes, vous voyez, la façon dont les maires sont élus, si M. Dossa veut être maire dans sa localité, on va dire, mais notre fils, on le voit à la télé, il parle bien, mais quand il va faire la première réunion, on va dire, mais tu parles bien. Mais comment tu es venu en venant? Et celui qui n'est pas capable de diriger va te battre parce qu'il a les moyens de sa politique. Voilà encore d'autres facteurs qu'il faut accompagner pour dire que vraiment, est-ce que les hommes qu'il faut sont à la place qu'il faut? Quelle politique il faut faire pour que ça change? Voilà les vrais débats. Parce que si l'homme n'est pas capable, même le Parlement aussi est concerné. Il faut, quand je dis ça, on peut être interpellé à tout moment là. Le Parlement va être vidé des bandits.
puisque tu n'es plus protégé dans le Parlement. Hein? Le Parlement regorge ce que vous qualifiez. Ce n'est pas moi. Hein. Vous allez voir des gens qui mangeaient on dit l'argent a circulé. Un Parlement où on dit l'argent a circulé, il y a des juges qui ne peuvent pas interpréter, puis viennent nous dire dans quel sens ça a circulé. Vous avez entendu ça, non? L'argent a circulé. Ceux qui font la loi disent l'argent a circulé. Voilà un Parlement qui est comme ça. Voilà toi aussi qui veux être député ou maire de ta région. Et tu ne peux pas tu parles bien, tu en as su. Et celui qui n'a jamais connu ton village, en donnant de Coca-Cola, de sandwich, de sacs de sel et de riz au chef de village, il s'en va, il va te battre dans ton propre village parce que tu n'as pas corrompu les gens. Ce système-là ne marche pas. C'est pourquoi il dit que nous sommes dans des illusions pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut un système Kagame de transitoire pour le Bénin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le mal, il est profond, docteur Sélégan. Quand vous dénoncez la corruption, on sait que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que beaucoup l'évoquent, mais quelle est la thérapie qu'on propose pour finir avec cela? La corruption est mondiale. Il n'y a aucun pays n'est épargné. Mais l'impunité est béninoise. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et j'attends là le président Patrice Talon. Vous voyez, l'impunité. Et c'est pourquoi je disais, ça ne doit pas être juste des directeurs, les trucs. Il faut aller même jusqu'au sommet de l'État. Si on a les preuves que telle personne a été dans tel concours, a été recommandée par tel, je sais pas, les gens parlent. Vous voyez? Et c'est là qu'il n'y a pas de, comment on dit, chasse aux sorcières. Si quelque chose touche Yaïboni, on doit le laisser répondre devant les institutions. Et c'est pourquoi il faut déjà barrer les affaires de K5e, de Tienne. Non, le Parlement, il faut dépouiller le Parlement de ces droits-là. Et c'est en cela qu'on peut dire l'affaire d'Aïvo, l'affaire telle chose, voici. Allez répondre, allez blanchir votre honneur. Parce que vous m'avez dit, le gouvernement défunt là, si Dieu me donnait la clé du paradis, Yaïbouni ira à l'enfer. Non, mais pourquoi vous le dites? C'est pas vous, malheureusement, vous n'êtes pas Saint-Pierre, comme non, on le dit, pour le faire. Bon. Alors, il n'est pas si mauvais, voilà. Sur le sujet, donc c'est les gars, ces vacances, les vacances 2016, apparemment ne seront pas de toute gaieté dans la maison. On regarde les résultats des examens de fin d'année. Est-ce que vous avez cherché à comprendre comment on peut quitter un taux de 89% au CEP pour 39 seulement, 39% seulement? Je crois que c'est un bon bilan de départ. Et je voudrais vous citer Aimé Césaire, qui disait dans les années 50 ceci: une civilisation. Ici, je vais dire un nouveau départ. Quand je dis civilisation, mettez un nouveau départ. Une civilisation qui savait incapable de résoudre les problèmes que pose son fonctionnement est une civilisation décadente. Donc, un nouveau départ décadent. Une civilisation qui ferme les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Mettez un nouveau départ. Et bien, je vais dire un nouveau départ. Un nouveau départ qui ruse avec ses principes est un nouveau départ moribond. Il faut faire diagnostiquer l'état des lieux. Vous savez, le développement ne se fera pas sans l'école. Le premier pilier, c'est la formation du capital humain. Et il faut laisser voir réellement l'état des lieux par ces concours-là, avant de savoir comment les améliorer. Et je vous dis que c'est une très bonne chose pour que le président prenne la mesure de la situation du capital humain de demain, pour que il voit quelle thérapie apporter. Et sinon, on serait dans des illusions, on va se tromper, ça a marché. Et ce sont ces produits finis du primaire qui viennent au secondaire, du secondaire qui viennent à l'universitaire. Vous voyez ce que je dis? Donc je crois que c'est un diagnostic, c'est un bon diagnostic, ça fait voir l'état des lieux. Les mêmes acteurs qui organisent les examens, les mêmes cadres qui organisent l'éducation nationale sont toujours là, pratiquement tous au poste. Il n'y a pas encore eu tellement de changements dans ce secteur-là. Et on produit des résultats, mais totalement, mettons, contradictoires. On est passé des chiffres astronomiques à des chiffres tout à fait catastrophiques. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui a pu changer en l'espace de quelques mois? Non. Il y a une partie politique des résultats, pas de l'examen, des résultats. Si l'État en cours dit, bon, vous savez, d'abord les membres de jury sont
sont autonomes. On peut dire par exemple que cette année, pour le bac, on rachète ça toujours jusqu'à 9. Ça, on dit non, que c'est 9,50. Ça, les professeurs sont autonomes pour prendre une décision. Vous voyez? Le bac, le taux d'admissibilité, c'est il faut obtenir 9 de moyenne pour être admissible. Et après, disons, les épreuves sportives et puis orales, vous franchissez les autres C'est étapes. ce qui a été jusque-là. Je dis cette année, on peut dire c'est 10. Si tu n'as pas 10, tu ne passes pas. La moyenne, c'est 10 sur 20. Ça peut changer. Ce n'est pas que ça a été, mais ça peut changer. Mais je trouve que si ça change, sûrement les professeurs, les mêmes professeurs qui sont voulu faire voir, c'est vrai, on a racheté jusque-là. La qualité n'est pas bonne. D'ailleurs, le DOP, le directeur de l'office du bac, je pense que cette année, il a dit que ceux qui n'ont pas le BPC ne peuvent pas passer le bac. Et vous voyez, donc avant, on pouvait le faire. Parce qu'il y a beaucoup, c'est la prise de conscience qu'il y a beaucoup de gens fragiles qui viennent grossir les rangs et que les résultats sont plus catastrophiques. L'échec. Donc voilà des décisions qui sont prises, alors qu'avant, c'était différent. Donc c'est la même personne qui est en place, c'était différent. Donc maintenant, on veut avoir comment, peut-être ceux qui sont là maintenant disent, on veut faire voir au gouvernement actuel l'état réel des choses. Donc moi je crois que c'est... Ce fort taux d'échec, le docteur, ne va-t-il pas désorganiser un peu le système scolaire, l'organisation de la pédagogie? Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? 167 000 écoliers qui vont rester aussi dans les classes de CM2, cela implique quoi comme conséquence? Ce que je vous dis date de cette nuit où j'ai écouté des gens qui ont réussi, tels que les Agon Valentin, Babajide, et ils ont dit quelque chose d'important que je vais vous dire et qui répond à cette question-là. Babajide dit par exemple que tous ceux qui n'ont pas dit 1 + 1 égale 2, on les a renvoyés. Or, quand on lui prend une poule, un coq, ça peut faire 20 et plus. Donc ça dépend de dans quel environnement on se trouve. Vous voyez, nous sommes toujours dans le schéma hérité de la France. Et que c'est seulement celui qui a pu dire la belle phrase, le français correct, et qui est vraiment un akowé. Vous voyez, c'est une mentalité désuète. C'est pourquoi il faut refonder aussi l'école. Il faut refonder l'école sur la base même de nos cultures. Il faut enseigner dans nos langues. L'enfant qui apprend quelque chose dans sa langue, vous savez, il y a des choses, quand on dit en français, il n'y a pas l'équivalent en fond ou bien en dacha ou en autre. Donc il y a des choses que tu ne peux comprendre que dans ta langue. Et la Chine ne s'est pas développée avec la langue des autres, y compris le Japon, des gens qu'on voit aussi comme les superpuissances. Donc, il faut revenir à ça et vous allez voir que ceux que vous appelez cancres aujourd'hui étaient des plus intelligents. Vous pensez que nos paysans, parce qu'ils ne parlent pas français, ne sont pas intelligents? Mais c'est la mentalité, on les a bannis, les gens qui ne connaissent pas. On pense qu'on connaît plus qu'eux. C'est des experts dans beaucoup de domaines. Donc, c'est ça, c'est cette mentalité qu'il faut inverser. Vous voyez? Et je crois que pour moi, il faut réorienter l'école. Est-ce que ces résultats qui ont été tout le temps maquillés ne devraient donc pas faire appel à des sanctions? Parce que c'est tout de même des acteurs qui agissaient dans... Je viens de vous dire qui faisaient beaucoup de choses. Je viens de vous dire que les mêmes acteurs ont dit il y a un nouveau départ, on a vraiment de sérieux problèmes. Il faut faire voir les vrais problèmes de l'enseignement pour que le gouvernement puisse prendre ça en compte. Et je crois que ils ont fait œuvre utile. Je les félicite d'avoir fait œuvre utile. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ et on lui fait voir que voici les vrais problèmes. On ne veut pas vous tromper et il faut les féliciter pour cette honnêteté. On les gracie, on ne leur fait rien. C'est ce que vous demandez? Non, ce n'est pas les gracier. Ils sont dans leur rôle. Vous les félicitez déjà en disant non, mais ils sont dans leur rôle de dire, c'est suffisant. Dans les temps anciens, on voulait faire passer beaucoup de gens. Mais cette fois-ci, il y a un nouveau gouvernement qui est venu. On veut lui faire voir la réalité de la situation pour qu'il en prenne conscience. Et je crois que ils sont dans ce rôle de dire, bon, voici la situation, et ils ont sûrement des thérapies, parce qu'il y a déjà plusieurs fois les états généraux de l'enseignement. Et je crois que quand les états généraux rendent la copie officiellement au chef de l'État, qu'est-ce qu'il en fait? Il dit, bon, je vais en tenir compte, mais après, on ne voit plus rien. Et je crois que le président doit organiser les états généraux, encore une fois, plus de l'enseignement dans ce domaine précis, et de la santé aussi, et de l'administration. Nous avons des questions de téléspectateurs. Dr. Sénégal, on va vous en poser quelques-unes.
Il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudraient savoir, oui, on a annulé les concours organisés au niveau du ministère de l'économie et des finances, puis donc de ceux organisés au niveau des armes, de l'armée, l'état-major, enfin les militaires, les policiers, la gendarmerie. Pourquoi on n'annule pas les concours à ce niveau-là, puisque on peut également y déceler un certain nombre d'irrégularités. Quelle est votre réponse à ces nombreux téléspectateurs qui ont posé cette question? Par rapport à l'armée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu des recrutements également à ce niveau-là, où également on peut observer des irrégularités. Ouais. Non, vous savez, d'ailleurs, c'est si vrai que vous allez voir que des faux sont passés par les mailles de la douane. Vous allez voir aussi des militaires recrutés, quand on prend les armes à la main en train de braquer. On a vu aussi un douanier tout récemment, vous connaissez. Donc, ça veut dire que même si le recrutement est fait, il y a toujours des cas mal gérés dans ces domaines-là. Toutefois, il faut comprendre que l'armée est un corps à part. Mais le président étant le chef des armées, doit prendre conscience de la mesure, de la taille de l'enjeu dans l'armée, parce que l'armée aussi, quelque part, je crois qu'on dit, pour que ce ne soit pas une armée de cabiais, une armée de fonds, une armée régionalisée, on se dit, bon, l'armée doit être peut-être un peu, on va prendre peut-être de façon régionale un certain nombre de gens. C'est-à-dire que si tu es premier à Cotonou et que tu as composé à Cotonou, on veut des gens qui ont composé au nord, on veut un peu faire une armée mixte. La philosophie va changer de recrutement. Parce que la paix dans l'armée compte beaucoup pour la paix, pour le développement. Parce qu'on dit que c'est seulement les gens de telle région qui sont dans l'armée, et comme ça se fait quelque part, vous allez voir que ça va casser l'armée. Donc je crois que l'armée est un secteur à part, le chef de l'État étant le chef suprême des armées, il doit faire les états généraux, et ce n'est pas des choses à publier quand il s'agit de l'armée, pour voir en fait comment apporter les corrections dans ce domaine-là. Il y a même des travaux actuellement, des réformes qui sont donc en cours au niveau de cette armée. Mais une autre question d'un téléspectateur, il dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà eu disons, certains lauréats qui ont suivi dans une formation militaire, ils sont désormais à l'armée. Est-ce que ce n'est pas sous insécurité parce qu'ils savent manier l'arme désormais? Ils n'ont qu'à agir, ceux qui savent faire le travail qu'il faut faire doivent le faire. Si c'est parce que vous avez suivi des trucs, vous faites les trucs, mais l'État va apprécier. Mais est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que le mal ne se serait pas passé Il n'y a avant qu'on puisse aucun problème là. Vous voyez, il y a des gens, c'est pas tout. Il peut y avoir, je dis ceux qui sont régulièrement recrutés font la chose. Font du faux. Prennent leurs armes pour aller faire du faux. À plus forte raison. Les agents des forces de sécurité qui sont également appréhendés dans le cadre de braquage. On les voit impliqués dans des braquages. Et il ne suffit pas d'avoir été formé à manier les armes pour détenir le permis de port d'armes, n'est-ce pas? Le permis de tuer. Voilà. Bon, toujours dans le même cette lancée, il y a le téléspectateur qui dit que oui, aujourd'hui les braqueurs pourront opérer tranquillement. Ils ont le vent en poupe avec cette décision anti-vindicte populaire prise par le gouvernement. Demande votre avis sur cette question. Ah ouais. Je veux dire, il vaut mieux lutter contre la vindicte populaire. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il est arrivé que quelqu'un qui poursuivait un malfrat, on se retourne compte pour dire que c'est lui le malfrat. Il était déjà mort avant qu'on ne sache que le vrai malfrat était parti. Ne serait que pour cette raison seule. Cette seule raison, vous savez pourquoi aussi? Je milite pour la suppression de la peine capitale, même dans les États, aux États-Unis. J'ai fait Arizona 7 ans, et 2 ans à New Jersey. À Arizona, un monsieur a fait plus de 20 ans en prison, condamné à mort. Heureusement qu'il a fait 20 ans. Après, on s'excuse, on dit les tests ont été reprises et ce n'est pas le vrai fautif. Des erreurs judiciaires. Ne serait que pour ça seul. Quelqu'un qui n'est pas fautif, pour ça seul, il faut supprimer la peine capitale. C'est pourquoi je dis que cette vindicte populaire, d'ailleurs, ça prive l'autorité de sécurité de connaître plus d'informations. Si on prend le bandit et peut parler, ça veut dire qu'on peut savoir les réseaux, plus de réseaux. Vous voyez, donc, il est arrivé qu'on est à Porto-Novo, quelqu'un qui a fait un fétiche sur un humain. Et après,
c'est un fonctionnaire qui a demandé. Il a payé, je crois, 300 000 et il voulait faire son fétiche. Et on dit quitte ta maison, on lui fait un fétiche correctement. Il ne sait pas ce qui est en dessous. Mais c'est après qu'on a pris le monsieur qui a fait le fétiche, on a cru que lui, c'est des hommes qui tuent pour faire fétiche. On a détruit le fétiche, on a vu le corps. Vous voyez, ce monsieur, c'est là qu'il faut dire officiellement, je ne sais pas comment ce monsieur, on dit qu'il voulait s'évader et on l'a tué. Ça, je crois que c'est une tuerie politique. Des gens qui sont dérangés par son arrestation et qui pouvaient parler. Vous voyez, si il était allé en Algérie, il pouvait parler et ça allait éclabousser peut-être des gens insoupçonnés et insoupçonnables. C'est pour dire qu'il vaut mieux prendre vivant autant que possible le malfrat qui peut nous aider à éviter beaucoup d'autres dégâts. La récurrence de l'insécurité n'est-elle pas aussi due au défaut de qualité des agents de sécurité et au manque de vocation? C'est une question de M. André-Marie Benou. Vous savez, il y a au moins deux raisons pour cette insécurité-là. Il y a les gens, les divorcés sociaux qui n'ont pas de quoi manger. Certains disent même, en prison, ils sont mieux qu'à l'extérieur. Ils vont tout faire pour repartir encore en prison, parce que là, au moins, ils mangent. Non, nous ne sommes pas en Occident ici. Sinon, on avait les grèves aussi des prestataires avec qui vous devez. Mais au moins tu manges, hein? Parce que tu es dehors là, il n'y a pas de prestataire qui va venir une fois par semaine. Il n'y a pas de prestataire. Tu es obligé mais eux, les bondés aussi travaillent. Hein? Il faut le croire qu'ils sont courageux. Parce qu'en ces temps-ci, vous avez, il y a une blague, Mugabe, enfin c'est une façon de parler, hein, sur les réseaux sociaux, on dit, mais Mugabe a dit que si quelqu'un va voler encore à Cotonou, et il a cité un quartier, il ne faut pas poser de questions. Celui-là, c'est parce qu'il voulait se suicider. Donc, je n'apprécie pas les vindicts populaires, et je crois que les raisons aussi, c'est le social. C'est-à-dire que ça ne va pas dans le pays, l'argent ne circule pas, il n'y a pas de boulot. Même la prostitution est son équivalence, où des gens se prostituent pour ceci. C'est une façon de parler. Et il ne peut pas aller voler, il ne peut pas aller forcer les gens à donner leurs biens, et etc. Donc, ces fléaux dépendent de le problème du chômage. Vous savez que Hitler est venu au pouvoir à cause du chômage. Vous savez que Mussolini est venu au pouvoir, hein, les fascistes, à cause du chômage. Et vous allez voir que partout, même en Europe, ce qui se passe, le Brexit aussi a eu son fondement sur les immigrés. Il n'y a pas de travail chez eux, et puis d'autres viennent encore s'y ajouter. C'est tout cela qui fait des frustrations. Et chez nous, ce que ça crée, c'est que ça crée plus de vols, il faut forcer les autres à partager ce qu'ils ont, même s'ils ne sont pas responsables de votre sort. Donc je crois que l'insécurité, c'est le premier point, et manque de travail. L'autre côté aussi, ils sont plus équipés même que la police. La police qui doit les poursuivre, ils sont plus équipés. Et ils ont l'avantage de la surprise. Ils sont plus équipés parce que quand tu ne t'attends pas à être attaqué puis tu es attaqué, l'autre a l'avantage de la surprise et il est plus équipé que toi. Donc je crois que aussi, et nos policiers parfois parler avec eux, parler avec les militaires, et savoir que la même manière qu'un syndicaliste de l'enseignement peut se lever et dire ça ne va pas, eux ne peuvent pas le dire. Parfois on les gruge, même les supérieurs les grugent, mais ils ne peuvent pas dire. On dit même cet argent-là, supervision surveillance du bac, etc. Ce n'est pas notre argent. Donc, vous connaissez ceux qui vivent et ne peuvent pas extérioriser comme le feraient d'autres syndicats. Je crois qu'il faut les états généraux de la Grande Muette pour que les chefs de l'État... Décidément, vous recommandez à Patrice Talon de faire plusieurs états généraux. C'est ça, l'état d'élu là. Au lieu de prendre des experts qui vont dire, nous on connaît tout et puis vont poser des questions, ce sont les gens qui vont rédiger ce qu'il faut et dire on va prendre des milliards pour avoir fait un travail. Adressez-vous aux gens qui sont aux acteurs eux-mêmes. Il faut faire les aides dans beaucoup de domaines. Vous avez vécu à l'extérieur, aux États-Unis plus précisément. Désormais, les Béninois de l'extérieur n'auront plus besoin de venir au pays pour renouveler leur papier de voyage et pourront le faire maintenant dans nos représentations diplomatiques. C'est une des décisions prises au cours de ces 100 premiers jours par le gouvernement de Patrice Talon. Mais votre appréciation. C'est à applaudir, c'est une avancée. Ça coûte très cher. D'abord même, quand vous prenez les États-Unis, là, moi par exemple, quand j'étais à New Jersey, il faut 5 heures de vol direct entre New Jersey et Arizona. Ça veut dire Cotonou-Paris, quoi. Déjà à l'intérieur des pays, ce n'est pas facile. Oui. Et tu dois laisser ton job pour aller à l'ambassade qui est à Washington ou bien à New York pour faire ces choses-là. Ce n'est pas facile. Je crois que même en rapprochant, c'est une bonne chose, mais il faut voir encore si à l'intérieur, il faut avoir un système de distribution
pour nos compatriotes, pour qu'ils ne soient pas obligés de laisser leur boulot. Parce que si tu laisses ton boulot, on peut te chasser aussi. Hein. Donc il y a tout ça, quoi. Autre question de téléspectateur, Landry, avec vous? Oui, à Porto-Novo, par exemple, il y a un téléspectateur qui demande que pensez-vous de la présence, disons, de plusieurs des forces de l'ordre à Porto-Novo, alors qu'on n'est même pas dans une situation de guerre. Voilà. Je crois qu'il parle plutôt de la régulation de la circulation dans la ville capitale, où la présence aussi des forces de l'ordre se fait beaucoup remarquer. Ça, je ne suis pas au courant. Mais s'il en est ainsi, ce que je peux dire, c'est que, attention, l'autorité peut avoir des informations. Vous voyez, le Porto-Novo fait corps avec le Nigeria. Et l'autorité ne veut pas alarmer la population et prend des dispositions, mais il n'a pas à vous expliquer pourquoi temporairement il y a des gens ici, moins ici ou moins que par là. Donc il faut faire attention, parce que c'est quand une autorité est responsable, et surtout il ne doit pas trop communiquer sur la sécurité. Et je crois que ça pourrait être lié à des informations de malfrats ou autres qu'on veut traquer. Ben voilà, on n'a pas parlé beaucoup économie. Je vais quand même vous demander, selon vous, quel est l'atout majeur dont dispose aujourd'hui le gouvernement de la rupture pour mettre ce pays économiquement sur l'orbite? Vous savez, c'est vrai que le président a changé sa version en corrigeant un peu, en parlant de mer de compétences, mais c'est vrai qu'on est dans un désert de compétences. Pas parce qu'il manque la compétence. L'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. Moi, j'ai des amis qui ont fait... Chacun donne une explication au propos de Patrice Talon ou un contenu. D'ailleurs, vous savez, le thème de mon dîner gala, Nuit des leaders, c'est du désert de compétences aux oasis d'excellence. Et j'ai montré qu'il y a des gens excellents dans ce désert qui font de bonnes choses. Et je reviens pour dire ceci. En fait, des gens ont été formés. Je vous donne une histoire vraie. J'ai déjà dit ça ici une fois. J'aurais bien voulu avoir la copie, mais je ne sais plus. Avec votre collègue qui est devenu magistrat maintenant, enfin juge et avocat. C'est lui avec lui que j'ai eu ces trucs-là. Et je disais ceci. Vous savez, des gens sont... Le premier ingénieur au Bénin a transformé sa voiture en taxi. C'est Akibode Ezeb. Il est enseignant au lycée Koulibaly aujourd'hui. On était revenu de la Russie et lui, il est venu de la Roumanie, d'autres de la terre. Nous sommes la première promotion frappée par le chômage. À partir de ce moment-là, chacun se cherche. Des gens ont vu des foyers disloqués, leurs enfants sont morts de paludisme, on ne peut pas les soigner. Ils sont chez des parents qui espéraient qu'on t'a envoyé et puis c'est à toi de les soutenir. Toutes ces misères. Chacun avait commencé à se chercher. À ce point-là où l'homme qu'il faut n'était plus à la facture. Tu trouves n'importe quel job, tu l'attends. Ça nous a pourchassé jusqu'à aujourd'hui, si bien que c'est un ingénieur en pétrole qui doit être, vous voyez, Zémidjan. Ça veut dire que tu n'es pas là où il faut. C'est la reformation et le redéploiement des cadres peut atténuer le manque de cadres de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre l'homme qu'il faut, la compétence à la place qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, la fonction publique est décimée. Vous prenez les affaires étrangères aujourd'hui. Le grade le plus élevé, c'est A8. Or, la diplomatie, c'est la vitrine d'un pays. Qu'est-ce que tu vas aller négocier avec les Occidentaux? Parce que beaucoup sont allés à la retraite et il n'y a pas eu un renouvellement. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a n'est pas de qualité. Des gens qui ne peuvent pas bien exprimer le français. Et ils vont aller, ne peuvent même pas analyser une situation entre États. Mais ce sont eux qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est l'homme, d'abord, il même manque à formation et il manque l'homme qu'il faut là. Donc, il faut redéployer les cadres. Des gens sont techniciens, sont dans l'administration. Confidence pour confidence. J'étais à une direction du ministère de l'Industrie tout récemment. Le type me dit, j'ai fait telle école, je sais fabriquer les provandes. Mais il est dans l'administration. Et il dit, mais tu te plais là, mais personne me donne 20 000. Enfin, les gens qu'on a recrutés là, comment on les appelle là, et à qui on donne un peu d'argent pour un an là. Donc, il a 20 000 francs là, mais il s'est fait de provendre, mais là, l'administration, il va recevoir, il va faire des photocopies, et circuler
Vous voyez, l'homme qu'il faut n'est pas la place qu'il faut. Donc, le redéploiement des cadres peut résoudre cette problème. Nous sommes au terme de cette émission. Docteur Emmanuel Sédégan, on va vous demander de conclure. Et surtout de nous préciser, puisqu'il y a plusieurs chantiers dont vous parlez, à quoi Patrice Talon doit s'attaquer, disons, pour mieux réussir. Et je veux dire pour l'avenir, pas seulement pour ce gouvernement, mais pour l'avenir. J'étais déjà intervenu sur ce sujet avec Agon Valentin sur des chaînes. On a dit il faut une conférence nationale souveraine pour le développement du Bénin. On a parlé de ça sous le président Yahi Boni. Ça ne pouvait pas se passer parce que, pour les raisons que vous savez. L'avantage d'une telle conférence, ça y est, conférence, tout le monde réfléchit. On propose sur l'agriculture, sur l'industrie, et on millimètre. On va dire, à Bokpa, on a 4 km à construire avant 5 ans. À Dassa, problème d'eau, etc. Ça dit que tout le monde s'assied et on millimètre le développement. On ne va plus jamais parler de bretelle de Bokpa dans cette question. Parce que un gouvernement qui arrive à dire, parce que telle région n'a pas voté pour moi, je les prive de telle chose. Donc, aujourd'hui, le président, enfin, le premier parti Talon, c'est lui qui peut distribuer quoi il veut. S'il y avait un truc cadré de ce genre, il ne peut pas le faire. Qu'on ait voté ou pas, que tu aimes pour toi. Si on avait dit, dans ce cadrage-là, que la préfecture, c'était pour ça, c'est une conférence, tout le monde est d'accord. L'avantage pour le gouvernement, c'est que c'est un consensus national. Plus personne ne va se soulever pour dire ceci. Vous savez, j'étais intervenu au Maroc à une conférence devant les ministres de fonction publique. Et certains ministres disaient qu'il faut augmenter les salaires. Je dis non. Ce n'est pas l'augmentation des salaires qui fait l'augmentation du niveau de vie. Là, on a augmenté les salaires, les loyers augmentent. La nourriture augmente. Donc ça s'annule et puis ça s'aggrave. Donc je veux dire, ce n'est pas l'augmentation. Comment il faut faire dans cette conférence nationale souveraine pour le développement du Bénin? On doit dire, voici le transport de tel lieu à tel lieu, ça coûte telle chose. Le loyer dans tel quartier, dans telle ville, doit coûter une chambre et salon, 2 chambres et salon. C'est cadré par nous tous. On ne peut pas se lever un jour pour dire, bon, toi sors de ta maison parce que tu as eu un problème avec le propriétaire, parce que tu ne l'as pas salué ce matin, bon, on te donne préavis. Et tout cela doit être cadré. Augmenter le loyer, bon, pour faire. Donc, pratiquement, il faut protéger. Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qui va arriver? Le salaire sera le même. Mais même l'école coûte cher au Bénin. Les privés, là, ça coûte trop cher. On doit baliser tout ça. Et à partir de ce moment, ça veut dire que tu as déjà économisé sur tes revenus. Et après, c'est que c'est doublé quelquefois. Si cela est un consensus national, un bien-être va suivre et un développement planifié sera au rendez-vous. Ça sera une force pour celui qui va diriger le Bénin de demain. Ça sera aussi une force quand le président va aller à l'étranger pour dire, ah, je suis cadré. Tel contrat, je ne peux pas le prendre. Parce que, voilà, il sera évalué même périodiquement. Voilà des idées et des portes de sortie. Et cette consultation est gratuite. Alors qu'ailleurs, j'aurais pu demander quelques... Emmanuel Sédégan, géopolitologue, merci d'être passé sur Zone Franche ce dimanche. Nous avons abordé la question de la sécurité, le bilan des 100 jours de la rupture. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision sur ces différentes préoccupations. Merci Landry Salanon. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 30 Bénin. Au revoir.